Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Mais surtout, quel est leur parcours, leur activité ou leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur 3 sets de compétences que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Cécile Pujadon-Radu. Maître Pujadon-Radu est avocate associée au sein du cabinet Valoris Avocats à Strasbourg. Avant de rejoindre ce cabinet et de le co-créer en 2014, elle a longtemps travaillé en Allemagne, puis au sein du bureau EY à Strasbourg. Dans cet épisode, elle vous raconte comment elle a développé cette clientèle franco-allemande et comment elle a réussi à s'implanter. Écoutez bien cet épisode, il est plein de franchises, plein de pépites et surtout plein de bons conseils. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Cécile Pujadon-Radu, je suis ravi que vous veniez ici nous voir aujourd'hui parce que vous êtes avocate à Strasbourg. J'ai déjà interviewé l'un de vos associés, vous êtes associé au sein du cabinet Valoris à Strasbourg. Bonjour maître. Bonjour Valentin. Alors, je commence toujours mes podcasts par la même question, objectif égalité pour tous. Qui étiez-vous avant de devenir avocate ? Avant de devenir avocate, j'étais à la base plutôt une étudiante en lettres, puisque moi ce qui m'intéressait c'était les langues. Et j'ai d'ailleurs fait une hypocagne avant de me tourner vers les études de droit. Mais je ne voulais pas faire que des langues, je ne voulais pas devenir prof ni interprète. Et donc j'ai voulu associer une autre matière aux langues et il s'est trouvé que j'ai trouvé un cursus qui me plaisait bien, qui était à l'époque l'ISIT, l'interprétariat supérieur d'interprétation et traduction, qui fonctionnait avec la fac de Sceaux et qui prévoyait 2 ans à l'étranger en Allemagne dans son cursus. Donc j'ai commencé des études de droit comme ça après mon hypocagne sans savoir du tout ce que c'était et surtout en me disant que je ne deviendrais pas avocate. Parce que j'avais peur de l'oral, j'avais peur de la plaidoirie, de la défense. Bon, ça m'impressionnait beaucoup et je ne me voyais pas rentrer dans ce monde-là. En réalité, en 2e année, curieuse, j'ai quand même poussé la porte d'un cabinet d'avocats en stage découverte. Et là, ça a été le coup de foudre. J'ai aimé la qualification des faits, j'ai aimé monter un argumentaire. J'ai aimé effectivement aller au tribunal, même si l'oral continuait à me faire un peu peur. Mais c'était vraiment un coup de foudre qui m'a poussée dans mes études parce que sinon, j'y voyais pas trop de sens. Je m'étais destinée plutôt à être juriste d'entreprise, quand même dans le monde à l'international, mais pas avocate. Donc j'ai continué là-dessus. Je suis allée également en entreprise que j'ai détestée. Donc je me suis dit, c'est vraiment ma place au barreau, donc je vais continuer dans mon idée. Et au cours de mes études, donc j'ai fait mes 2 ans avec pas mal de ping-pong entre la France et l'Allemagne, puisque je suis partie en Erasmus en licence. Donc à Marburg an der Lahn en Allemagne, je suis revenue en maîtrise pour valider ma licence. Et ensuite, je suis repartie en LLM derrière, à Marbourg, avant de revenir à Paris, passer l'examen d'avocat. Donc c'est comme ça que je suis rentrée au fait à l'école d'avocat. Très clair. Et donc vous devenez avocate en 1996. Quel est votre premier choix ? Puisque finalement vous avez été bercée au cours de vos études par 2 pays, la France et l'Allemagne. Est-ce que vous décidez d'aller travailler en France ou est-ce que vous décidez d'aller directement en Allemagne ? Alors je décide de travailler en France dans un cabinet franco-allemand. C'était mon choix très clair, c'était d'ailleurs mes seules candidatures, c'était dans des cabinets franco-allemands. Et à l'époque, on avait ce qui s'appelait le stage. Et pendant les 2 premières années donc, de votre carrière d'avocat, avant d'être inscrit au grand tableau, vous étiez sous la responsabilité d'un maître de stage qui vous formait. Concept que je trouve formidable et je regrette que le barreau maintenant fasse de la boucherie en permettant à nos jeunes avocats de s'installer à la sortie de l'école. Ça me semble assez un non-sens. En tout cas, j'étais donc avocate stagiaire dans ce cabinet pour attendre tranquillement d'avoir mon certificat de stage parce que je ne pouvais pas passer l'examen d'équivalence allemand tant que je n'étais pas au grand tableau.
Donc j'ai fait ces 2 premières années dans ce cabinet d'avocats franco-allemand où je me suis beaucoup plu. Et puis dès que j'ai pu, j'ai donc envoyé des candidatures au fait en Allemagne. Tout le monde me disait tu trouveras jamais, les Allemands sont très fermés, ils n'ont pas besoin d'avocats étrangers. C'est vrai que j'ai envoyé beaucoup de candidatures, mais j'ai quand même eu des entretiens alors j'ai ciblé Francfort pour ne rien vous cacher parce que je me suis dit c'est là qu'est le monde international en Allemagne. Donc s'il y a une place pour moi, elle sera à Francfort et pas ailleurs. Et effectivement, c'est à Francfort que j'ai eu des entretiens avec des cabinets qui travaillaient avec une clientèle française et pour qui je pouvais avoir du sens. Très clair. Et lorsque vous arrivez dans ce cabinet franco-allemand à Paris, finalement, qu'est-ce que vous découvrez du métier d'avocat, de la façon de l'exercer, parce que vous l'aviez déjà vu en stage, en première année, et je suppose après dans d'autres stages que vous avez fait pendant votre carrière, pendant vos études, pardon. Mais qu'est-ce que vous découvrez au quotidien, la vie de collaborateur au quotidien, alors sur le petit tableau, pas sur le grand tableau, mais qu'est-ce que vous découvrez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fascine là-dedans ? Sans doute le challenge de gagner des dossiers, de monter des dossiers. Alors j'avais la chance d'être vraiment à 50-50 entre 50% conseil et 50% judiciaire. D'ailleurs le judiciaire, je faisais à la fois du contentieux de droit des affaires classiques et du contentieux de droit du travail. La plaidoirie m'amusait effectivement, contrairement à ce que j'avais pu percevoir au début de mes études. Mais j'aimais surtout effectivement monter les argumentaires et puis soit faire gagner les clients, soit leur permettre de développer leur projet. C'est ça qui m'a vraiment plu dans le métier d'avocat, c'était de faire avancer les choses quelque part. Et alors quand vous allez travailler en Allemagne, finalement, quelle est la différence d'exercice entre un cabinet que vous aviez connu en France, qui est un cabinet franco-allemand, et le cabinet que vous découvrez en Allemagne ? Alors j'arrive sans le savoir dans un cabinet essentiellement conseil, avec très peu de contentieux. J'ai quand même revêtu ma robe pour aller à quelques audiences. Et alors là, pas de plaidoirie. On ne ferme même pas sa robe, ce qui pour un avocat français est impensable. Est impensable, voire on peut arriver sans robe, sans se faire retoquer par le magistrat, sauf qu'on vous reconnaît un petit peu moins au tribunal, mais ils n'accordent pas d'importance finalement à ce cérémonial français. Et puis pas de plaidoirie, on discute devant un tribunal allemand, le juge prend tout de suite l'initiative de faire le résumé des faits et de dire comment il voit l'affaire pour pousser les parties à la transaction. Donc déjà un exercice du contentieux très différent. Et un exercice du conseil qui m'a beaucoup plu, puisque là j'étais vraiment en amont sur, voilà, j'arrive comme français, je veux me développer en Allemagne, comment je fais, quelle société je crée, est-ce que mon activité est soumise à des réglementations. Et ça m'a beaucoup plu, et surtout j'ai trouvé que je perdais beaucoup moins de temps qu'au tribunal. C'est vrai que dans mon exercice d'il y a 20 ans, on perdait énormément de temps au tribunal. Le RPEA a bien arrangé les choses aujourd'hui. Vous arrêtez d'aller faire des audiences de procédure. Je trouve que c'est un grand progrès, même si les confrères se plaignent beaucoup de ces audiences silencieuses. Mais c'est tout de même un gain de temps dans notre pratique extraordinaire. Et comment on développe finalement sa clientèle en tant que jeune collaborateur dans un pays qui n'est pas le nôtre ? On ne le développe pas tout seul. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur la présence du French Desk d'Ernst & Young, qui était dans nos locaux. Donc nous, j'étais au sein du cabinet Menold, Herlinger et Partner, qui m'avait certes dit qu'ils avaient une collaboration avec Ernst & Young, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi proche. On était à l'époque 5 avocats dans le cabinet de Francfort, au sein d'une grande tour où il n'y avait que Ernst & Young autour de nous. Donc le développement, c'était d'abord essentiellement bien s'entendre avec les collègues d'Ernst & Young, et notamment le French Desk qui était là, avec Luc-Julien Saint-Amand, Guillaume Rubecki et Xavier Duquesne, et qui accompagnait donc les clients français en Allemagne, mais sur des problématiques fiscales exclusivement, et qui n'avaient pas d'expertise donc en droit allemand. Donc j'ai commencé à travailler beaucoup avec eux et avec eux conjointement à faire des opérations de développement, notamment au sein du club d'affaires franco-allemand de Francfort, dont j'ai intégré assez rapidement le comité.
pour justement grouilloter dans la French community locale, ce qui était important pour développer notre business. Très clair. Et vous restez combien de temps au sein de ce cabinet allemand? Alors j'y reste 5 ans, je m'y plaisais beaucoup, j'ai dû un petit peu effectivement faire mes armes, puisque je suis arrivée avec mon petit papier sous le bras en montrant à mon patron, voilà, mon projet c'est de devenir avocate allemande. La directive d'implantation des cabinets venait d'être adoptée, elle n'était pas transposée, donc je me suis dit soit j'attends la transposition plus 3 ans d'exercice et je vais être au moins à 5 ans avant d'être avocate allemande, c'est peut-être pas une bonne idée, et surtout si je passe l'examen, j'aurai une reconnaissance de compétences de mes collègues. Donc j'avais tout de suite dit en arrivant, voilà mon projet, j'ai trouvé un cours de préparation, c'est sur 5 semaines. Est-ce que vous m'aidez, est-ce que vous me soutenez dans ce projet? Ils m'ont dit oui. Bon, vous soutient qu'à moitié, c'était quand même des swaps, donc on vous paye la moitié des frais d'inscription, on vous donne la moitié en vacances, le reste vous vous débrouillez. Au bout de 2 mois, je trouve que c'est quand même très difficile la rédaction des actes en allemand, donc je revois voir mon patron, je lui dis on ne pourrait pas prendre 1 an de plus pour que j'aille passer le barreau? Il me dit non, vous avez dit que vous le faites tout de suite, maintenant vous le faites tout de suite. Objectif posé, on s'y tient, normal. Voilà, c'est ça. Et vous avez voulu du bien là-dessus. Donc j'y suis allée, effectivement. Et puis j'ai bien compris que quand j'ai eu mon examen, on m'a dit enfin, t'es plus une moitié d'avocate, t'es une avocate à temps partiel, à temps plein. On te reconnaît comme une des nôtres. J'avais quand même, quand j'avais passé des entretiens d'embauche à l'époque, le plus grand, plus prestigieux cabinet d'avocats de Francfort m'avait dit mais finalement, quand vous aurez passé cet examen, est-ce que vous serez vraiment avocate? Est-ce que vous aurez vraiment le droit de faire tout comme un avocat? C'était quand même assez terrible comme on était dévalué. Et à l'époque, le même cabinet m'avait dit aussi écoutez, quand il faudra vous associer, ce sera un problème parce qu'on n'envisage pas d'associer des étrangers. Nous, on n'associe que des Allemands. Donc j'espérais que mon cabinet, Ménol, soit plus ouvert sur le sujet. On m'a quand même dit, écoutez, vous donnez toute satisfaction, mais l'association, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas les mêmes notes que les Allemands, vous avez fait un examen parallèle, et donc comme on ressort les notes lors du passage à l'association, vous en avez pas, on ne sait pas trop comment on va vous traiter. Donc, on ne sait pas si vous avez des perspectives d'association à ce jour, il faut qu'on y réfléchisse. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, le deuxième grand chamboulement, ça a été que je suis devenue mère. Et là, dans une culture allemande où effectivement la mère reste au foyer. La mère ne travaille pas, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Éventuellement, elle peut travailler à 50%, mais elle est vraiment très carriériste si elle fait ça. Et donc, une fois que j'ai accouché, au bout de 2 mois, je reviens voir mon patron en lui disant me voilà, je reviens dans 1 mois. Et là, il me dit oui, mais vous ne revenez pas à temps plein. Pas possible, personne n'y est jamais arrivé, vous êtes la 2e mère du cabinet, la première est passée à temps partiel, donc vous allez passer à temps partiel comme les autres. Alors j'ai dit non, ça ne me va pas. J'ai donc négocié un 80% au lieu d'un 50% qu'on voulait m'imposer. C'est lunaire. Alors que mon chiffre d'affaires était en progression, j'étais reconnue par mes confrères, mais ça ne se faisait pas. C'était juste impensable dans la culture allemande, et ça reste difficile aujourd'hui. On m'a dit, mais si, il y a des postes sympas pour les mères à 50%, bon, vous serez en background, forcément vous n'irez plus négocier les dossiers avec les clients parce que vous ne serez pas là tous les jours, mais on peut vous donner un poste sympa de gratte-papier, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, ça s'est pas bien passé du tout. Je me suis dit, j'ai beau adorer l'Allemagne et les Allemands, je vais pas pouvoir rester dans cet environnement. Moi, j'ai pas envisagé de passer toute ma vie collaboratrice à 50%. C'était pas du tout mon souhait. J'aime ce métier.
Je m'y plais et je me vois quand même avoir plusieurs enfants en plus. Donc si déjà au premier c'est un tel boxon, si vous me permettez l'expression, Permise fois 10, hein, vous auriez même pu aller plus loin. je vais rentrer en France parce que je me vois pas dans ce schéma. Et j'avais une alternative quand même qui aurait été de me battre, effectivement, pour faire reconnaître le droit des femmes et changer vraiment les choses au sein du cabinet. J'ai pas voulu prendre ce pied-là parce que ça m'intéressait pas d'être dans le conflit ou la tension permanente. Donc je me suis dit, bon, il vaut mieux que je rentre en France finalement et que je trouve un équilibre de vie qui me convient mieux. Donc vous faites finalement 5 ans en Allemagne, vous avez bossé en France dans un cabinet franco-allemand pendant 2 ans avant d'y aller, jusqu'à ce que votre stage se finisse. Donc vous avez déjà 7 ans d'expérience en droit franco-allemand. Quand vous décidez de partir d'Allemagne pour revenir en France, comment est-ce que vous allez valoriser cette expérience-là? Alors assez mal, malheureusement. Malheureusement, pourquoi pas, après tout, on a du temps dans sa carrière, on est toujours très impatient quand on est jeune, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Ah, ça. Donc je rentre, alors Luc-Julien Saint-Amand qui était directeur du bureau d'Ernst & Young m'avait dit à l'époque, quand il avait quitté Francfort, il m'avait dit, bon, tu auras toujours une place à Strasbourg dans l'équipe de droit des affaires, et donc je savais que je pouvais intégrer Ernst & Young. Effectivement, Ernst & Young ne m'a pas réintégré à mon niveau d'expérience parce que je n'avais fait que du droit allemand entre-temps. Donc on m'a décoté un petit peu mes années d'expérience, bon, ce que j'ai dû à nouveau avaler, une couleuvre de plus, bon, on n'était pas à ça près. donc finalement, j'ai pas très bien valorisé cette expérience parce que les cabinets français valorisent, et tous ceux que j'ai pu rencontrer d'ailleurs à l'époque, puisque j'avais fait un peu le tour du marché, valorisent votre expérience en droit français. Que vous sachiez parler des langues, ils sont très contents, ça c'est bien. Que vous sachiez réagir autrement et penser autrement parce que vous avez été dans un droit étranger, ils trouvent ça intéressant aussi, mais il faut servir d'abord la clientèle française avec une expertise française. C'est tous des cabinets qui se veulent d'excellence juridique. Donc si vous n'êtes pas au top du top de la dernière jurisprudence française, vous pouvez effectivement aller vous rhabiller un petit peu. C'était aussi la réflexion que j'avais eue en quittant Francfort, d'ailleurs, en me disant, voilà, maintenant je suis à un passage charnière, 5 ans de droit allemand, il va falloir que je me décide sur l'environnement dans lequel je veux rester. Parce que faire les deux droits au même niveau, c'est pas possible. À mon sens, bon, il y a des confrères qui prétendent que ça l'est, mais ils le font quand même de façon réduite. Pour moi, ça ne l'était pas. Donc je voulais vraiment rester soit dans un environnement de droit allemand et effectivement me déconnecter de plus en plus du droit français, soit revenir en France. Et là, c'est vrai que ça m'a coûté, et à nouveau, de regagner en expertise. Alors heureusement, comme j'étais sur des dossiers M&A, vous négociez quand même un contrat de M&A partout, pareil dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence d'abord à voir quel est le droit applicable. Hein. Et vous avez les mêmes problématiques de garantie, de due diligence, de lettre d'intention, etc. Donc j'ai pu m'inscrire assez facilement dans les dossiers du cabinet. Mais je n'ai pas bien valorisé, pour revenir à votre question, cette expérience étrangère. Alors que quand j'étais partie en Allemagne, je m'étais dit, bon, allez, finalement, tu auras un double barreau, ce sera encore mieux. Surtout qu'en plus, vous vous êtes installé pas à Marseille, vous êtes installé à Strasbourg, qui est quand même une ville limitrophe à l'Allemagne. Vous aviez travaillé pendant 5 ans avec des entreprises. Vous aviez quelques clients déjà ? Alors, quelques clients... j'ai continué à suivre quelques clients de Francfort, effectivement, à Strasbourg. Et surtout, j'ai gardé un lien très fort avec le cabinet que j'ai quitté en bons termes, hein, en leur disant, écoutez, je pense que ma vie elle sera plutôt en France, mais je souhaite... toujours continuer à travailler avec vous. Donc eux m'ont toujours envoyé des dossiers. Parce qu'effectivement, ils me faisaient confiance. Hein. L'idée, c'était, je pense vraiment pas de me faire partir. Mais ils ont continué à m'envoyer des dossiers et donc à me constituer finalement un portefeuille de clientèle qui m'était un peu propre chez Ernst & Young. Et donc là, finalement, vous arrivez chez EY à Strasbourg, et qu'est-ce que vous y voyez? Parce que vous aviez bossé avec le French Desk d'EY, finalement, quand vous bossiez dans le cabinet allemand, mais là, vous allez vraiment l'intégrer, c'est-à-dire que vous allez finalement vivre les process, vivre l'organisation, et vivre la culture EY. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Quels sont les axes d'amélioration que vous y avez vus?
Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'était une pratique en groupe bien plus développée qu'en Allemagne. Les Allemands travaillent beaucoup tout seuls sur leurs dossiers, voire certains ferment la porte de leur bureau, ce qui était une chose impensable pour moi. Et donc là, j'ai beaucoup apprécié la pratique transversale. Quand vous êtes en droit des affaires, vous travaillez beaucoup avec le social, avec le fiscal. On est toujours à plusieurs sur des dossiers. Une culture également de la revue, pourtant qu'on appelle nous en allemand Vier-Augen-Prinzip, c'est-à-dire la revue des 4 yeux. Vous ne faites jamais un truc tout seul et vous avez toujours un autre avocat plus expérimenté qui revoit ce que vous faites, qui discute avec vous. Et ça permet la meilleure qualité pour le client et puis de progresser en compétences. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est effectivement la rigidité de la machine d'EY. Il faut vraiment rentrer dans un système très hiérarchisé, avec ses codes. Et puis, il faut que vous suiviez la stratégie, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas. Et vous avez peu de marge de manœuvre pour faire du développement qui vous plaît. Alors, j'ai eu la chance, moi, d'être dans l'équipe de Luc-Julien Saint-Amand, qui était très ouvert et qui me laissait faire ce que je voulais. Donc, en particulier, comme j'avais au cours de mes études fait du chinois, et qu'au début des années 2000, la clientèle française partait, et surtout l'allemande d'ailleurs, c'était souvent les filiales françaises de groupes allemands qui partaient en Chine, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux pas essayer d'accompagner cette clientèle et au moins d'attirer peut-être des Chinois à l'arrivée. Donc j'ai eu le droit de travailler sur ce genre de sujet, de partir en Chine, rencontrer des cabinets d'avocats, mais toujours sous la protection et bénédiction de Luc-Julien Saint-Amand, qui n'aurait pas été la même au niveau du board. Il me faisait bien tampon pour expliquer que mes actions avaient du sens et que c'était pas aller faire du tourisme quelque part. Et ça, c'est vrai que c'était la rigidité de la stratégie, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié chez EY. Du coup, vous restez 11 ans au sein du cabinet EY. Quelle est finalement l'évolution que vous allez voir au sein de votre pratique et surtout au sein de votre rôle au sein de la structure ? Alors l'évolution a été très importante puisque à cette époque-là, on a vécu Sarbanes-Oxley, la fusion entre EY et Archibald, donc il a fallu de faire de deux cultures d'entreprise une seule, avec des frictions, je dirais, dans l'équipe de direction qui étaient assez perceptibles. Je vous vois sourire. J'en ai parlé hier. Ah, d'accord. Avec une avocate qui a aussi bénéficié de la fusion, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle était chez Archibald et pas chez EY, ils se sont barrés. Donc les tensions étaient importantes. C'était pas la même vision, notamment de la place du cabinet de Strasbourg, puisque dans la culture Archibald, finalement, on avait un gros cabinet à Paris, et puis les cabinets de province devaient servir les Parisiens. On ne les poussait pas à faire du développement local, alors que la culture d'EY, au contraire, c'était de développer la clientèle locale. On a continué à développer une clientèle locale parce que ça intéressait finalement tout le monde, c'était quand même du chiffre d'affaires supplémentaire. Mais avec des restrictions du type, quand vous rentriez un gros deal, non, ça doit être Paris qui traite, c'est pas vous, quoi. Vous ne savez pas faire en province, pas possible. Donc ça, c'était effectivement assez énervant. Donc j'ai pu quand même grandir dans cet environnement, notamment par l'apport des dossiers de mes confrères allemands, qui de temps en temps m'apportaient des vrais beaux dossiers allemands où là je disais non, écoutez, c'est parce que je suis l'interlocutrice privilégiée, donc on ne va pas le filer à Paris celui-là, il restera à Strasbourg, on a toutes les compétences pour le faire. Donc j'ai réussi à grandir avec une équipe formidable. J'ai pu recruter des avocats avec qui je m'entendais très bien, qui étaient également des têtes pensantes. Enfin, ils avaient tous fait des doubles cursus franco-allemands. Et c'est vrai que je trouve que ça donne une souplesse au fait, intellectuelle, une adaptabilité que vous ne trouvez pas chez des gens qui ont grandi dans un environnement franco-français tout le temps. Et du coup ça m'a beaucoup plu de développer toute cette clientèle de Mittelstand finalement allemand avec eux. Et donc je suis arrivée jusqu'au grade de directeur associé.
avec donc cette équipe que j'appréciais beaucoup, mais qui commençait à me tanguer un petit peu en me disant mais on comprend pas, maintenant tu es directrice associée, tu n'arrives pas à faire bouger les lignes, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, et voilà, tu es presque associée, finalement, stratégie, tu n'as aucune influence dessus, management de façon très très limitée, vraiment dans ton petit précaré, mais si on te dit que la procédure d'évaluation ne nous plaît pas, c'est sûr que tu ne vas pas réussir à la changer. Donc c'était assez désagréable de se retrouver dans une position de chef challengé qui pouvait rien faire. Et ça je l'ai vécu de façon de plus en plus difficile, jusque même on avait instauré un système d'évaluation à 360, donc tout le monde vous évalue. Les premières années ça se passait très bien, et la dernière où j'étais là, les signaux qui m'étaient envoyés, c'était t'es plus motivé, t'es plus aussi investi sur tes dossiers. Et là, en lisant ça, je me suis dit, c'est vrai, ils ont raison, et c'est vrai, il faudra que je parte. Et alors là, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Alors là, j'étais toujours en contact avec ce cabinet allemand qui me poussait lui aussi beaucoup en me disant ça suffit ton conflict check qui met 1 semaine, on ne sait pas si tu peux nous prendre nos dossiers. Nous, on veut un cabinet français avec qui s'associer, et on ne peut pas le faire avec EY parce qu'on n'est pas EY. Donc maintenant, soit tu t'installes, soit il faudra qu'on aille voir ailleurs. Et là, c'était tout de même le plus gros apport de dossier que j'avais. Ça représentait combien en termes de chiffres ? En termes de chiffre d'affaires, ça représentait 700 000 euros d'honoraires, je pense. Ah ouais, donc un apport non négligeable. Un apport non négligeable. Et aussi parce qu'il y avait des ex-clients d'EY qui venaient chez EY du coup avec facilité. Mais donc je me dis, ils ont raison, je devrais peut-être m'installer, et on en discute beaucoup avec eux, mais je ne voulais pas partir toute seule, ça c'était quelque chose qui, avec cette pratique de groupe EY, m'effrayait. Je ne voyais pas mettre ma plaque toute seule, là, surtout qu'en face j'avais quand même un cabinet d'avocats avec 100 d'avocats. En termes de crédibilité, c'était pas terrible. Et j'étais toujours restée en contact avec Guillaume Rebecki. On se téléphonait régulièrement pour se dire à quel point on n'était pas totalement heureux dans nos pratiques respectives. Et donc, parce que lui, du coup, il était toujours au desk d'EY ? Non, lui, entre-temps, avait fait plusieurs cabinets. Il était à l'époque chez Lefebvre Pelletier associé. Et donc, je dis à Guillaume, écoute, j'ai la possibilité de sortir d'EY pour être correspondante, finalement, adossée à ce cabinet allemand. Est-ce que ça te dit ? Et Guillaume dit, banco. Go. Go, c'est un projet qui me plaît bien aussi. Et c'est comme ça qu'on a créé Valoris Avocat. Notamment avec l'idée de pouvoir effectivement faire notre propre stratégie. Et, très important pour nous, de pouvoir mettre en pratique ces valeurs très fortes qu'on avait développées, notamment chez EY, parce que EY mettait tout à fait en avant des valeurs, mais il me semble que c'est ce que j'ai compris dans ce cabinet, en tout cas, quand vous mettez en place des valeurs à grande échelle, c'est pas possible qu'elles soient suivies par tout le monde. Il faut avoir des leaders et du management de subsidiarité pour qu'elles soient véhiculées, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, dans les critères qu'on nous demandait de remplir, c'était d'être un rôle modèle, d'arriver effectivement à être un modèle pour ses équipes. Et il y en avait qui étaient plutôt des anti-modèles dans certains associés que j'ai pu connaître. Donc, d'ailleurs, des gens avec qui je ne m'imaginais pas 5 minutes d'être associée. C'est pour ça que d'ailleurs l'association chez EY, je me disais, mais ça veut dire quoi ? C'est devenir associée, voilà, je gagne plus ma vie. Je suis obligée toujours de faire une stratégie que j'aime pas, et d'être associée avec des gens dont j'aime bien 30%, et voilà, ça me faisait pas rêver. Et ces valeurs, c'était quelque chose d'important pour nous, et on s'est dit avec Guillaume, on va pouvoir le mettre en place dans un petit cabinet, parce que pour nous c'est sacré,
C'est vraiment dans notre ADN, pour reprendre ce mot que je n'aime pas trop. Mais on veut le mettre en pratique, on veut le vivre et pour nos équipes et pour nos clients. On veut leur proposer quelque chose de différent que des grandes marques, que ce soit EY ou Lefebvre Pelletier, voilà, des grosses boutiques qui s'affichent beaucoup, avec beaucoup de succès d'ailleurs, il faut le dire. Mais ce qui se passe à l'intérieur n'est pas tout à fait la même chose que l'image qu'on veut en renvoyer, et même pour ses clients. Moi, je pense que des collaborateurs heureux dans l'ensemble d'un cabinet, c'est un cabinet qui avance en entier et où les clients ont du plaisir à travailler avec tout le monde, pas seulement avec les associés. Et ça me semble important, effectivement, de pouvoir développer ces valeurs, d'où l'idée de Valoris Avocat. Très clair. Et alors là, comment vous vous mettez d'accord? Parce que je comprends bien la démarche, l'origine, c'est-à-dire que finalement, ni vous ni Guillaume n'êtes pleinement satisfait là où vous vous trouvez. Vous avez une fenêtre de tir qui est le cabinet allemand qui vous dit finalement, nous, il va falloir qu'on puisse avoir un avocat qui puisse prendre nos dossiers beaucoup plus rapidement et que ça soit beaucoup plus fluide. Chez EY, c'est plus le cas aujourd'hui. Soit tu t'installes, soit on les met ailleurs. Donc là, 700 000 € de chiffres qui sont drainés par ce cabinet d'avocats. Vous avez entre guillemets une première assise qui va vous permettre finalement de vous installer. Du côté de Guillaume, c'est pareil, il a un chiffre d'affaires qui est aussi portable, et vous dites que finalement, les deux chiffres d'affaires cumulés vont vous permettre à continuer la croissance de votre cabinet d'avocat et de le construire au fur et à mesure du temps. Absolument. Absolument. On a tout de suite eu un business plan assez ambitieux. Ouais. Parce que... C'était quoi les chiffres à atteindre? Les objectifs que vous étiez fixés? C'était pas tant les chiffres. Ouais. Parce que je vous dirais que Valentin, qu'on nous a tellement bassiné avec des chiffres chez EY, il y a un moment, si vous voulez justement vous tourner vers les valeurs et plus seulement vers les chiffres, faut penser un peu différemment. L'idée, c'était de pouvoir grandir en termes de people, parce que et c'est vrai qu'au début, c'est une difficulté qu'on a rencontrée, hein, quand le cabinet allemand nous envoyait des clients et que certains disaient « Mais attendez, il y en a un de vous deux qui est malade, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ma due deal, elle avance comment ? Comment vous allez faire ?» donc très rapidement, on a su qu'il fallait qu'on embauche. Il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, de toute façon, quand vous commencez tout seul, vous faites le conducteur de chantier, vous allez ouvrir la porte, vous répondez au téléphone et vous portez la poste. C'est juste pas possible pour développer un chiffre d'affaires, hein. Il y a aussi un moment où vous avez besoin, on a tout de suite recruté une office manager qui nous a aidés. On a fait des courbes, hein. On a vu que dès son arrivée, on est monté en flèche parce qu'enfin on a pu se consacrer vraiment à notre travail. Donc forcément on avait mis des chiffres en face parce qu'il faut couvrir les frais des collaborateurs, mais c'était notre objectif, c'était couvrir nos frais dans un premier temps et plus si ça marchait bien. C'était aussi pour cela qu'on a eu un cabinet seulement à Strasbourg dans un premier temps, parce que ça coûte déjà cher, et qu'on n'était pas question d'ouvrir tout de suite Paris, qu'on avait aussi dans le visir. Pourquoi ? Parce que des clients allemands, dans les retours qu'on avait de 1, vous êtes petit, et 2, vous n'êtes pas à Paris. Donc un fonds allemand, et c'est une clientèle que Guillaume Rubecki aime bien travailler, un fonds allemand va facilement vous dire, vous savez, moi j'ai des critères de sélection sur les panels d'avocats que je fais travailler, et bien dans la France, il faut qu'ils aient un bureau à Paris. Donc si vous êtes qu'en province, entre guillemets, ça va être compliqué. Donc on avait cette ligne de croissance qui était plutôt pour justement attirer les cabinets plus que pour faire, les clients plus que pour faire du chiffre, quoi. On avait un besoin de crédibilité très très fort. Donc d'arriver à asseoir une marque, hein, et ça c'est pour ça qu'on a pris un nom de fantaisie. C'était hors de question que ce soit. Ça me fait rire le nom de fantaisie. Oui. Outre le message qu'on voulait faire passer, c'était voilà, on se rend compte sous une bannière et pas une addition d'avocats individuels, avec des noms que les clients ont en plus du mal à prononcer. Donc ça n'arrange pas. Et c'était cette problématique-là auquel on a fait face pour faire grandir le cabinet. Et là, le cabinet allemand a été exemplaire. Ils nous ont portés partout. Ils nous ont emmenés chez leurs clients. Ils nous ont emmenés dans les manifs. Ils nous ont dit « Si, c'est ces deux-là avec qui on travaille. » Voilà. Ah ouais, ils ont été solides. Ah, ils ont été très solides. Oui.
Et ça, on leur doit une grande reconnaissance à ce sujet aujourd'hui, parce que ça nous a effectivement permis d'accompagner des clients avec eux et de faire grandir très vite le cabinet. Et le cabinet grandissant, tout à coup, il y en a qui sont revenus. Ils sont pas venus tout de suite. On dit oui, vous comprenez, oui, petit, voilà. Avant, on est quand même resté dans un premier temps chez EY parce qu'on se demandait si vous alliez y arriver ou pas. Et puis les fonds allemands qui tout à coup, on a pu du coup prendre en tout cas une adresse à Paris qui sont venus. Donc ça a eu un effet vraiment boule de neige. En plus, à Paris, vous avez une adresse sur les Champs-Élysées. Oui, alors on n'a pas eu tout de suite une adresse sur les Champs-Élysées, mais avant, dans le quartier, il y a le 8e qui était tout à fait correct. Donc on a réussi à avoir cet effet d'entraînement. Et effectivement, c'était ça notre but, c'était pas la croissance du chiffre d'affaires dans un premier temps, quoi. C'était asseoir une marque, gagner en crédibilité, attirer, donc ça voulait dire attirer les jeunes, hein, parce que quand vous êtes tout petit, là, comme ça, vous débarquez sur le barreau. Alors, une de mes anciennes collaboratrices qui est partie dans la magistrature, donc malheureusement, elle n'est pas venue avec nous, on m'avait dit à l'époque, mais est-ce que tu penses que sur le barreau de Strasbourg, il y a vraiment la place pour un cabinet quand même à forte consonance franco-allemande supplémentaire? Et donc on avait cette problématique de crédibilité vis-à-vis aussi des autres collaborateurs, et on a voulu se placer sur un segment qui n'est pas très développé à Strasbourg, puisqu'il y a beaucoup de cabinets d'avocats franco-allemands individuels avec 1 ou 2 avocats. Après ça, vous avez les grosses enseignes. Et entre les deux, vous n'avez rien. Et donc on s'est dit, il y a la place pour un cabinet indépendant qui traite effectivement le Mittelstand, qui ne va pas forcément faire une société cotée en bourse, qui ne va pas non plus traiter les divorces franco-allemands de la région. Donc on a cru tout de suite qu'on avait une place sur ces cabinets d'affaires orientés à l'international, qui sont finalement pas légion sur la place strasbourgeoise. Et puis en plus, les cabinets qui sont présents à Strasbourg et qui interviennent donc sur le haut du panier, ce sont des bigs. Oui. Il y a très peu de cabinets, entre guillemets, de votre taille ou de votre calibre qui interviennent dessus. Oui. Et les bigs, aujourd'hui, sont vus non pas comme des cabinets qui font du judiciaire, non pas comme des cabinets qui font du conseil au sens de lawyer, mais des cabinets qui font de l'exec. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette image-là et qui refusent d'aller voir un big à partir du moment où ils n'ont pas besoin de force de frappe et de force humaine extrêmement importante pour pouvoir y aller. Je sais pas si c'est une perception que vous avez à Strasbourg. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Donc vraiment un rôle de conseil, mais vraiment le conseil au sens entre guillemets noble du terme, que vous pouvez avoir par rapport à l'image qu'ils peuvent eux avoir. Absolument. C'est pas du tout la même image. Ils viennent quand même aussi pour l'avocat, c'est quand même l'avocat qui attire. On sait que derrière Valoris, il y a Julien Saint-Amand, il y a Guillaume Rebecki, il y a Cécile Pujalon-Radou, donc il y a je pense des personnalités qui attirent, mais sous une enseigne commune dont on sait qu'elle veut faire de la qualité, et elle veut effectivement avoir un conseil de qualité, de proximité. Alors là, ça fait 7 ans que vous avez créé le cabinet, vous l'avez créé en 2014. Quelles ont été les différentes phases? Vous parlez des phases finalement people où vous avez fait du recrutement, où vous avez eu des difficultés. Quelles ont été les phases successives dans le développement de Valoris et quel est le projet du cabinet? Alors, vous avez 3 heures. Alors les phases successives, ça a été effectivement, donc on a commencé tout petit comme je vous le disais, ça a duré une petite année. Et on a été très vite rejoints par des anciens EY que notre projet faisait rêver. Voilà. Donc Luc Julien Saint-Amand, notamment, qui arrivait à la fin de sa carrière chez EY et qui avait aussi envie d'un nouveau souffle et de pouvoir faire autre chose que de la grosse gestion de cabinet. Florence Drevet-Wolf, qui elle faisait du droit du travail, qui était partie entre-temps, elle nous avait quittés bien avant, en 2005, de chez EY. Elle avait fait d'autres cabinets, elle s'était mise à son compte, donc elle n'était plus non plus totalement satisfaite.
Xavier Duquesne, qui voulait lui aussi développer un cabinet en mobilité internationale, mais qui ne voulait pas non plus le faire tout seul, et qui nous permettait en plus d'ouvrir un bureau à Lyon, d'où, très vite, on s'est retrouvés effectivement à 5 associés, avec un bureau à Lyon, puisque Xavier ne voulait pas quitter Lyon. Ouais. Ce qui nous arrangeait bien, parce que belle clientèle lyonnaise, et puis il y a beaucoup de filiales franco-allemandes dans la région, on y voyait aussi une perspective de croissance. Et puis enfin, l'arrivée de cette adresse à Paris pour réattirer la clientèle allemande. Donc on a eu effectivement la phase de départ, nous tout petits, adossés à Stuttgart. Ensuite, on a eu la phase de croissance, l'arrivée de nouveaux associés, donc avec des clients supplémentaires, le recrutement du coup de collaborateurs, à qui notre projet plaisait aussi, hein, parce que c'est vrai que quand vous arrivez, j'ai vu des gros yeux chez tout le monde, hein, quand je suis arrivée à la banque, en leur disant, dans 2 ans, on sera 15 avocats, on aura 3 bureaux, ou alors l'expert comptable, que je vais recruter pour ainsi dire, à qui j'ai dit ça aussi, voilà, notre projet de business, c'est ça. Ils nous regardaient un petit peu en rigolant, en se disant, c'est quoi ces barges? Est-ce que ça va vraiment marcher leur truc ou pas? Donc ça a été la deuxième phase de fort développement finalement du cabinet. Suivi par une troisième phase, je dirais, donc après le lancement du bateau, on a un paquebot qui commence à rouler plus sereinement, plus tranquillement, avec de la clientèle qui vient régulièrement, des collaborateurs qui viennent aussi, qui partent pas. D'ailleurs, c'est pas compliqué, ils sont là. Il y en a certains qui sont là depuis 6 ans, et puis d'autres depuis moins longtemps, mais qui ont l'air de se plaire, donc ça c'est une grosse satisfaction pour nous. Donc on est sur une croissance là plus tranquille, je dirais, avec tout de même un plan stratégique. Donc le bureau de Paris, on avait projeté, on a toujours projeté d'avoir 4 ou 5 avocats à terme. Ça a été quand même bien mis à mal par le Covid. Là, on a dû rétropédaler un petit peu. En tout cas, on prend plus de temps pour le faire, mais tant pis, après tout. Ensuite, c'est bien d'avoir un plan stratégique, c'est important, mais il ne faut pas se fermer les opportunités. Et je trouve très intéressant, effectivement, puisqu'on a un cabinet qui attire, on a de temps en temps des gens qui viennent frapper à notre porte, auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et on se dit, tiens, finalement, ouais, ça pourrait faire du sens du point de vue de la clientèle, du point de vue de la personnalité, très importante personnalité, que cet avocat nous rejoigne. Et du coup, on se met beaucoup moins de freins qu'au début. Finalement, on avait un plan à l'EY, j'allais vous dire. Voilà, on voudrait mettre du droit des marques par IPIT, on n'y est jamais arrivé. On a essayé de recruter, on a mis des chasseurs de tête sur le coup. On n'a jamais eu personne en IPIT. J'ai fini par laisser tomber le truc en me disant peut-être que ça viendra un jour tout seul, mais pour l'instant c'est pas là, c'est pas grave. Mais on a eu d'autres opportunités, comme par exemple Oliver Wieseke qui nous a rejoint à Lyon, qui est arrivé avec sa clientèle franco-allemande. On s'est dit, chouette, on va avoir du droit des affaires à Lyon, alors qu'on n'avait que du fiscal jusqu'à présent. Donc ça complète bien l'équipe. Ça reste de l'axe franco-allemand et on ne veut pas développer que le franco-allemand, on ne veut pas avoir que cette image de franco-allemand, parce que ce qui nous amuse, nous, c'est tout de même l'international au sens large. C'est vrai qu'on a tous une expertise incontestable sur le franco-allemand, mais on veut faire plus que juste le cabinet de niche franco-allemand. Et donc, finalement, on reste ouvert comme ça à des opportunités qui se présentent à nous, qui viennent parfois bouleverser un peu votre business plan, parce que vous dites, c'était pas sur ma ligne là. Du coup, je vais m'en occuper d'abord, et puis je reviendrai à mon business plan après. Et vous avez des budgets que vous définissez de façon annuelle ou pas du tout? Non. D'accord. On a un budget, c'est beaucoup plus difficile au fait de faire un budget quand on est petit comme ça, que quand on est gros. Alors Luc Julien Saint-Amand, donc, qui a quand même
diriger des grosses machines, il est très attaché à ces aspects de budget. Donc, il se fait son petit budget, mais enfin, pas plus que ça finalement. Hein. Ça reste, le budget, c'est déjà à pas faire moins que l'année dernière. Hein. Voilà. Donc, on tape toujours sur une croissance de 10 à 20%, et jusqu'à présent, elle n'a pas fait défaut. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attache pas. C'est pas un sacro-saint objectif à atteindre. S'il n'est pas atteint, tant pis, à partir du moment où tout le monde est satisfait dans le cabinet de ce qu'il fait. Mais je crois que c'est une bonne chose. Maître, je vous ai pris pas mal de temps ce matin, d'autant que vous avez autre chose à faire à Paris que venir voir la société Anomia. Est-ce que vous aurez un mot de la fin pour votre cabinet, pour potentiellement un confrère ou une consoeur en IP-IT qui voudrait vous rejoindre, pour quoi que ce soit? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Le message à faire passer, c'est qu'il faut se faire confiance. Effectivement, surmonter des difficultés, comme on en rencontre tous, ça fait grandir. Celle dont je vous ai parlé, notamment en Allemagne, ça m'a vraiment fait préciser mon projet et fait grandir. Et surtout, garder de l'enthousiasme dans tout ce que vous faites tous les jours. Comme vous, Valentin. Merci beaucoup, Cécile. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu nous voir et je vous dis à très vite. Merci, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.